Bienvenue à l'entretien de la semaine. Cette semaine, il s'agit donc de traiter de plusieurs dossiers. Nous allons nous intéresser au dossier de la RDC, la République démocratique du Congo, et l'état sécuritaire dans cette partie. Nous avons le plaisir de recevoir pour l'entretien de la semaine Tite Gatabazi. Bonjour et bienvenue à l'entretien de la semaine. Merci pour l'invitation, cher Patrick. Voilà, donc vous êtes juriste de formation, vous êtes également journaliste, vous vous intéressez particulièrement dans la région des Grands Lacs, plus particulièrement également la République démocratique du Congo. Et puis depuis le 12 novembre 2022, il y a eu des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de M23 qui se sont intensifiés autour de Goma, au nord Kivu. À quoi est due cette reprise de combat? Il faut d'abord préciser quelque chose. Ce n'est pas l'armée congolaise uniquement. Il y a une coalition des FARDC, des FDLR, de ce que maintenant on appelle les Wazalendo, tout ce qui était Maï et ses dérivés, et des mercenaires. Et donc c'est cette coalition-là qui, depuis 3-4 mois, les autorités congolaises communiquaient sur une reprise imminente. On nous parlait de la montée en puissance des FARDC parce qu'on a été faire des achats des armes. Et donc, ça n'a pas surpris qu'il y ait une reprise des affrontements parce que c'était voulu par l'autorité politique qui a mis les ressources à disposition et qui a envoyé comme ça la coalition attaquer les positions du M23. Et on peut se poser la question, on parle de plusieurs traités au niveau régional, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est. Il y a également il y a les accords de Luanda. Oui. Et comment Kinshasa peut justifier justement cette reprise des hostilités? Mais Kinshasa s'est assis sur la feuille de route de Luanda. Kinshasa a enterré le processus de Nairobi. Le discours du président Tshisekedi aux Nations Unies, le tout dernier à l'Assemblée générale, a enterré le processus de paix en République démocratique du Congo. Le discours officiel, les communiqués des FARDC et tous les ministres qui interviennent, le ministre des Affaires étrangères qui a donné un ultimatum, on voyait bien qu'il y avait une volonté d'en découdre avec le M23 et de continuer la guerre, mais pour des mobiles plutôt politiques et des enjeux internes à la politique intérieure du Congo. Il ne se passe pas un jour sans que le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être responsable de tous les maux de ce pays. La dernière en date, c'est la réunion ministérielle de la francophonie qui s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun, où le ministre rwandais des Affaires étrangères a été obligé même de répondre aux autorités congolaises. Bon, il y a une rhétorique comme ça qui va avec le déni de réalité. À Kinshasa, on ne veut pas reconnaître les revendications légitimes du M23 après les avoir invités pendant 14 mois. Il y a cette fuite de responsabilité qui est devenue récurrente chez les autorités congolaises qui recherchent comme ça des boucs émissaires destinés à masquer tout ce qu'ils ont échoué. Et donc, quand vous avez la corruption, quand vous avez des détournements, quand on n'a rien fait pour sa population qui vit dans une misère, et que vous avez une classe politique opulente, il faut trouver un discours pour se dégager un tant soit peu de sa responsabilité et projeter ça sur quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ce qui fait avec beaucoup de maladresse le pouvoir à Kinshasa. Restons donc à Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le M23, ce mouvement rebelle congolais. Principal obstacle, selon la RDC, à la paix à l'est de ce pays. Pensez-vous que la disparition de ce groupe serait la solution à un retour à la paix dans ce pays? J'aurais bien voulu qu'on vaincre le M23 et rétablir la paix et la stabilité. Vous avez plus de 250 groupes armés à l'est du Congo. Qui crée ces groupes, qui les entretient et pourquoi?
Vous avez Lubumbashi où les forces grises de l'UDPS sèment la terreur. Vous avez l'Ituri qui est à feu et à sang, et le Minembwe. Vous avez le Kwamut où il y a des milices. Et vous avez la capitale Kinshasa. Et la seule fixation sur le M23, parfois on se demande, faut-il en rire ou en pleurer? Ils n'ont que le M23 à la bouche et pourtant le pays est gangréné par l'insécurité. Justement, restons à Kinshasa. Il y a lieu de s'interroger également sur d'autres soucis sécuritaires, comme vous l'avez mentionné. Il y a la capitale qui compte un peu plus de 13 millions d'habitants, Kinshasa, qui fait face en ce moment même à l'insécurité caractérisée par des kidnappings. Et puis il y a les phénomènes Kuluna, c'est cette délinquance juvénile. Et puis il ne passe plus un jour sans qu'un cas d'enlèvement soit signalé dans cette mégalopole congolaise. Comment peut-on interpréter cette insécurité? Il y a d'abord la démission de l'État. La sécurité des personnes et des biens est une mission régalienne de l'État. Il faut avoir une police, il faut avoir l'armée, il faut avoir une administration qui fonctionne normalement. Kinshasa, Lubumbashi, on peut citer Bukavu, Kisangani, Kananga, Kalemi. Il n'y a pas un jour qui passe sans que les Congolais ne soient confrontés au problème de l'insécurité, en plus de tout ce qu'il y a derrière. Mais à Kinshasa, on voit bien cette mégalopole où les gens auraient pu vivre bien ou mieux. En tout cas, du temps de Mobutu, il n'y avait pas cette insécurité-là. Et donc, l'État démissionne, vous avez la misère d'un côté et l'opulence de l'autre. Et donc, au milieu, là-bas, il se développe une délinquance qui s'organise. Mais le phénomène Kuluna a une particularité. C'est que vous trouvez des éléments de la police nationale au sein de ces Kuluna-là. Et donc, c'est eux qui organisent des enlèvements, c'est eux qui font du chantage. Quand on a enlevé quelqu'un, on appelle sa famille pour payer une rançon. Et vous avez du mal à enlever cette gangrène parce que les policiers, le lendemain matin, quand ils sont en réunion autour du commandant des secteurs, ils savent les mesures qui sont prises. Et donc, ils vont organiser leur groupe en fonction de ce que la police, au niveau de Kinshasa, est en train de prévoir en termes de sécuriser la population. C'est pour ça que les Kuluna tiennent la ville de Kinshasa. On est un peu moins de 2 mois de la présidentielle en RDC. Ceci peut peut-être expliquer cela. L'insécurité bat de nouveau des records à l'Est. Une multiplication des attaques des groupes rebelles, donc proches des FRDC. Il y a les Ouazalendo. Et puis donc, quel intérêt des uns et des autres pour une reprise des hostilités, alors que les urnes peuvent aussi désigner le choix des Congolais? Les intérêts, il y a des intérêts visibles, il y a des intérêts qui sont invisibles. Quand vous avez des journalistes ou des hommes politiques qui disent ouvertement « nous avons des ministres en fonction qui entretiennent des groupes armés ». Quand le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, dit à ses collègues chers collègues, quittez les groupes armés. Il y a des gros intérêts derrière. La région, ce n'est pas un secret, regorge de toutes sortes de minéraux. Il y a la faune dans le parc de Virunga qui fait parler, exploitée par les FDLR et des officiers des FRDC. Donc vous avez des politiciens qui exploitent des carrés miniers et qui les sécurisent par des groupes armés. Et on en a comme ça une multitude. Aujourd'hui, on en est à 250. Ça n'est pas très étonnant. Parce qu'il faut signaler que ces groupes armés n'ont pas de revendications politiques. On n'a pas entendu une seule fois Maï Maï dire il y a ça comme
mobile politique qui nous a poussés à prendre les armes. Et c'est pour ça que vous assistez à des alliances et des mésalliances en fonction du chef qui donne plus ou qui donne moins. Et le seul groupe qui a une revendication politique et légitime, c'est le M23. Voilà, donc il y a donc l'élection présidentielle. Le président sortant, Félix Tshisekedi, met donc sa chaise, son fauteuil en jeu. Quels sont, il y a plusieurs candidats. 24. Hein? 24. Ouais. Parmi ces candidats, d'après vous, les candidats les plus sérieux face au président sortant? Ah ben, ils n'ont qu'à faire leur choix tout seuls. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle des grosses pointures. On les a vus se réunir à Lubumbashi. Matata Mponyo est quand même un ancien Premier ministre. Katumbi est ancien gouverneur du Katanga, quand il n'était pas encore subdivisé, très connu dans le pays. Martin Fayoulou, candidat malheureux à qui on a piqué sa victoire de 2018. C'est Senga, qui se débrouille très bien, qui présente plutôt bien. Eh bien, Dr Mukwege, qui va tronquer la blouse pour le costume de politicien. Tshisekedi, qui est candidat sortant, donc président en exercice, candidat à sa propre succession. On peut trouver comme ça 5, 6 personnalités qui peuvent mériter de s'asseoir dans ce fauteuil. Oui. On peut que souhaiter bonne chance à tous les Congolais pour faire le bon choix. Oui. Vous êtes donc un spécialiste de la région des Grands Lacs, du Congo en particulier. Vous avez vécu une partie de votre vie dans ce pays. Il y a en ce moment une diffusion de messages de haine envers les populations d'expression rwandophone au Congo. Est-ce que vraiment il y a un problème entre le peuple congolais et le peuple rwandais? Il y a une instrumentalisation des identités par une classe politique en mal de projets de société. Il y a comme ça des raccourcis pour manipuler des clichés. Et donc, la fixation sur le Rwanda pour faire porter ce que vous appelez tous les maux du Congo au Rwanda, fait que vous avez des victimes collatérales, des Congolais qui sont Banyarwanda en fait. Tout comme il y en a en Ouganda, tout comme il y en a en Tanzanie. Et il n'y a pas à proprement parler de problème entre les populations. Quand vous allez à Rubavu, vous voyez bien le mouvement des populations entre Goma et sa ville cousine. À Bukavu, la même chose. Vous savez, à défaut de pratiquer du sport, au moins je vais assister à des manifestations sportives. Je vois chaque fois qu'il y a une compétition régionale, africaine, internationale, à Kigali, il y a des délégations, des équipes congolaises qui sont à Kigali, qui sont bien accueillies, qui portent fièrement le drapeau du Congo, et on les applaudit d'ailleurs. Il y a une forte communauté congolaise au Rwanda qui n'a pas de problème de discrimination ou de stigmatisation. Non, il n'y a pas de problème entre les Congolais et les Rwandais. Il y a un problème de crise de leadership en République démocratique du Congo et qui, en perte de vitesse, joue comme ça sur des sentiments, ce n'est même pas du nationalisme, mais voilà, instrumentalise les identités. Merci à vous, Tite Gatabazi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes juriste de formation et que vous êtes journaliste, spécialiste de la région de Grands Lacs et en particulier du Congo. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci. Merci.